Bonjour, je suis Thomas Zinski, bienvenue dans cette courte vidéo sur le SCAT6 qui concerne le dépistage des commotions cérébrales dans le sport. Donc le SCAT6 c'est une sixième version de l'outil de détection des commotions cérébrales au sport qui est une mise à jour du SCAT5 qui date de 2022-2023. Les changements depuis le 4.5, c'est des évolutions surtout quant à la tâche d'oculomotricité qui ont été ajoutées par rapport au 4.5, le dépistage de nouveaux signes sur le terrain pour faire suspecter une commotion cérébrale et une réorganisation globale de l'évaluation. L'outil est toujours valide et recommandé à partir de 13 ans. En cas d'adolescent plus jeune ou d'enfant plus jeune, il est conseillé d'utiliser la version enfant, le SHATS4, qui est en dehors de cette vidéo. Et là, on s'intéresse au dépistage sur le terrain. Le SCAT6 comprend aussi une évaluation faite au calme, qui comprend des tâches de mémoire, des tâches d'équilibre, qui ont besoin d'être faites en dehors du terrain. Là, on ne va aborder que les choses sur le terrain pour un dépistage d'urgence. Alors le SCAT6, d'abord, c'est déjà une organisation, un algorithme de prise de décision qu'on va voir. La première chose, c'est de regarder s'il y a des drapeaux rouges lors de suspicion d'une commotion cérébrale sur le terrain. S'il y a le moindre doute drapeau rouge qu'on va détailler juste après, il est recommandé d'avoir une évaluation médicale immédiate, donc un transport vers un centre médical ou hospitalier pour une évaluation, et le sportif est sorti du terrain sans la moindre interrogation. S'il n'y a pas de drapeau rouge, on va prendre le temps, une dizaine de minutes. Généralement, c'est ce qui est recommandé par les différentes fédérations. C'est une évaluation de 10-15 minutes. Le SCAT6 est réputé pouvoir être difficilement fait dans ce temps-là, mais on essaie de le faire au mieux. On regarde tout ce qui est les signes observables qui peuvent faire penser à une commotion, l'état commotionnel de la personne. S'il y a le moindre doute, évaluation médicale, réorientation. Ensuite, on fait le score de Glasgow pour l'état de conscience. Pareil, moindre doute, on réoriente. Si la personne n'a pas un score de 15. Ensuite, on regarde le rachis cervical, toujours pour dépister un drapeau rouge qui pourrait être un problème de fracture ou autre lié au traumatisme. Moindre doute, immobilisation cervicale, immobilisation du rachis et on réoriente. S'il n'y a pas de problème cervicaux, on va passer aux tâches de coordination motrice et oculomotrice. S'il y a le moindre doute, on réoriente. Sinon, on passe aux tâches de mémoire. S'il y a le problème, on réoriente. S'il n'y a pas de problème, la personne pourrait ne pas être commotionnée et retourner sur le terrain. En cas de doute, il faudra passer à l'examen qui se fait en dehors, dans une pièce au calme, et le joueur ne sera pas autorisé à retourner sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui est considéré comme drapeau rouge dans le SCAT6 ? Première chose, c'est toutes les déformations visibles du crâne. S'il y a un enfoncement du crâne, évidemment, ça sera un drapeau rouge. S'il y a des douleurs au niveau cervical qui pourraient faire suspecter des fractures, des luxations, c'est un drapeau rouge. S'il y a une crise, une convulsion, c'est ce qu'on voit dans les KO, qu'on voit beaucoup dans les matchs de boxe ou de MMA, où la personne se rigidifie et commence à convulser, ça c'est directement la sortir. Si quand on arrive sur le terrain, la personne commence à vomir, ça c'est évidemment un drapeau rouge, une réorientation immédiate, si elle perd conscience. Quant à la perte de conscience, il y a le score de Glasgow qui revient continuellement, qui dit s'il y a le moindre problème, une altération, la personne est réorientée, c'est une urgence médicale, il n'y a plus question de sport. Ensuite, on va demander à la personne si elle a une vision double, s'il y a des faiblesses, des picotements, des brûlures dans les membres, qui pourraient signer un problème neurologique. Ça, s'il y a le moindre problème, on réoriente. Et ensuite, on va regarder son état. Si on voit que son état se détériore lors de l'examen, si elle décrit une céphalie qui augmente ou qui est très intense, ça, on réoriente. Elle a peur d'un saignement ou quoi que ce soit au niveau du crâne. Ensuite, si elle devient agitée, nerveuse ou agressive, si elle commence à se lasser de l'examen, si elle commence à s'énerver, ça, pareil, c'est un signe que ça dysfonctionne au niveau cérébral et qu'il faut sortir la personne et qu'il n'y a plus de question de sport. Ensuite, s'il n'y a pas de drapeau rouge, on va passer aux signes observables qui peuvent faire penser lors de l'observation de la personne ou du choc potentiel, si on a pu voir le choc, dire qu'il y a un risque de commotion. Si la personne ne présente pas de drapeau rouge, on passe à l'observation des signes qui peuvent évoquer une commotion cérébrale. Il y a toute la première partie qui correspond au traumatisme, si on a pu voir le traumatisme, donc tout ce qui est traumatisme à haut risque. Par exemple, au rugby, c'est les chocs épaule-tête ou genou-tête lors d'un plaquage, ou un mouvement important sur une décélération lors d'un plaquage, qui sont un problème, ou sur un saut. Dans les différents sports, qui peut y avoir un choc de ballon, un choc direct à la tête. C'est toutes ces choses-là qu'il faut regarder. Donc il y a une spécificité selon le sport.
Si la personne a une crise type épileptique à l'impact, qu'elle va se rigidifier, commence à trembler, ça c'est un signe important. C'est un signe qui a une grosse spécificité, donc c'est pour ça qu'il est considéré important. Euh, Si la personne a chuté sans se protéger, ça c'est un signe, elle a perdu conscience lors du trauma et qu'elle ne se protège pas pendant la chute, ça c'est un signe important. Ensuite, quand on arrive sur le terrain, la personne est allongée sans bouger, ça c'est un signe important de risque de commotion. Si la personne a des difficultés à marcher, à tenir son équilibre, si vous voyez que ça a l'air d'être ok, vous essayez de la mettre sur le côté du terrain, puis elle titube, elle n'y arrive pas, elle trébuche, les mouvements sont lents et difficiles, ça c'est un signe potentiel de commotion, donc la personne sera non autorisée à retourner sur le terrain. Et ensuite, si quand vous commencez à interagir avec la personne, vous voyez qu'elle a un regard qui est fixe, qu'elle manque de réactivité, qu'elle est très ralentie, en fin de compte, tout ce qui va être le ralentissement cognitif, le ralentissement moteur vont être des signes de commotion, de lésion du cerveau, donc on va réorienter la personne. Si en plus il y a des lésions sur le visage après le choc, on pense au premier signe du drapeau rouge de lésion au niveau de la tête, avec enfoncement du crâne par exemple, ou que ce soit une déformation, ça c'est important. Si en plus il y a d'autres lésions sur le visage, on va dire que la personne a trop de risques, que quelque chose qui soit cassé. Ensuite, on passe au scoring du Glasgow, donc l'échelle de Glasgow qui est l'échelle pour l'état de conscience et le risque de coma, qui va de 3 à 15. 15 étant le score de quelqu'un de normal, 3 étant le cas d'une personne qui peut être en coma ou morte, donc problématique. Alors, première chose, il y a 3 étapes. La première, c'est l'ouverture oculaire. Est-ce que la personne spontanément a les yeux ouverts ou quand vous arrivez auprès d'elle, elles ne sont pas ouvertes, elle les ouvre qu'à la demande. Si c'est spontanément ouvert, on a un score de 4. Si ce n'est qu'à la commande, c'est un score de 3. Si elle n'ouvre pas les yeux quand on lui demande, mais que seulement la douleur, et c'est un score de 2. Si elle ne réagit jamais, c'est un score de 1. Pour induire l'étage de douleur, ce qui est décrit, c'est de venir écraser très fortement entre les yeux, venir pincer fortement le trapèze ou venir écraser l'ongle. On peut même venir avec un stylo, venir écraser très fortement la base du pouce, de l'ongle pour faire mal. Faut pas hésiter, là on est en train de détecter des choses massives, donc on va faire mal et on vérifie que la personne répond. Si elle répond pas, c'est un signe important. Ensuite, on regarde la réponse verbale. Donc, on va s'approcher de la personne, voir si elle a les yeux ouverts, si elle réagit. Puis, on va lui poser des questions, essayer d'interagir avec elle. Si elle a des réponses appropriées, elle sait dire qui elle est, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui se passe, nous raconter le trauma. Bon, elle aura 5 sur 5. Si elle commence à être un peu confuse, on lui parle de ce qui s'est passé, puis elle vous raconte sa liste de courses, c'est pas la bonne chose. Ou si elle vous dit je suis en retard pour aller au match, ou je suis en retard pour prendre le train, c'est qu'elle est confuse et ce n'est pas normal. Si elle répond, mais quelque chose qui n'a rien d'approprié, que simplement quelques mots qui n'ont rien à voir avec la question, c'est un score de 3. Si elle est incompréhensible, simplement des borborigmes, on ne comprend pas ce qu'elle vient raconter, c'est un score de 2. Et si elle ne répond pas du tout, c'est un score de 1, donc le pire. Ensuite, c'est l'évaluation de la motricité. Donc, il y a eu des évolutions dans le score de Glasgow. Actuellement, on regarde si elle a une commande, elle répond à la commande, c'est au moment de lever la main, de faire un 2 avec la main, de bouger les choses et qu'elle répond très bien, c'est un score de 6. Si elle ne répond pas spontanément, on va lui faire mal. De nouveau, ce qu'on écrit, c'est plutôt faire mal au niveau du front. Et on va regarder s'il y a une réponse orientée pour dire je vais enlever l'épine irritative. Ça, c'est un score de 5. Si à la pression, elle n'a pas ce mouvement-là, mais elle a un mouvement plutôt de retrait du membre, sans être orientée vers la douleur, c'est un score de 4. Si elle a la douleur, elle a un réflexe de retrait, mais qui est anormal, plutôt type AVC, où elle vient se refermer sur elle, ou ce qui est décrit comme les types de décortication, où les personnes vont se renfermer. Ça, c'est une réponse anormale, on va dire 3. Ce qui va être aussi les réponses ralenties, ça sera un score 3, une réponse normale de retrait assez rapide. Normalement, la personne doit retirer sa main et essayer de chasser la chose. Si, encore pire, la personne arrive à la douleur induite au niveau du front, elle a plutôt une rigidification des cérébrations, ça c'est un score 2 avec un problème important. Si elle ne répond pas, là on considère qu'il y a des risques importants qu'elle soit déjà dans un état de coma ou de mort. Donc on fait le Glasgow. Évidemment, dans le cadre du sport, si la personne n'est pas à 15,
elle est sortie, c'est qu'il y a un gros problème neurologique. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la personne, quand on arrive, elle ait les yeux ouverts, qu'elle nous réponde de façon appropriée et qu'elle bouge quand on lui demande ce qu'on lui demande de façon correcte, qu'on n'ait pas besoin de passer par les tâches de douleur. Ensuite, on va regarder la région cervicale pour savoir si la personne peut continuer ou pas. Premièrement, si la personne se plaint de douleur, on arrête. Si elle se plaint pas de douleur, mais qu'on vient palper les épineuses et les masses osseuses et qu'elle décrit la douleur, la sensibilité, la pression, on arrête, on l'immobilise. Si ce n'est pas ça, on va commencer à regarder les mouvements actifs. Est-ce que la personne peut bouger gauche-droite, haut, bas, voir si elle est libre de ses mouvements et sans douleur. Là, on pense évidemment aux règles type Canadian Spy Rule ou Nexus qui demandent d'avoir 45 degrés de rotation gauche-droite à minima pour pouvoir suspecter qu'elle n'ait pas le risque de fracture. Donc ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse bouger sans douleur librement, tranquille. Ce n'est pas passif, on ne veut pas forcer les choses, c'est que la personne puisse bouger d'elle-même. Si ça c'est bon, qu'elle peut bouger, on va regarder si elle a des bonnes sensations, de la force, on va vérifier qu'elle arrive à pousser sur les bras, fermer les mains, qu'elle ne sente pas de sensations étranges dans le corps, pour nous dire, ok, il n'y a pas trop de risque de lésions neurologiques, de lésions de la moelle ou quoi que ce soit, qui serait problématique. Ensuite, et là c'est les nouveautés du SCAT-6, on va regarder des tâches vestibulo-oculaires, la motricité oculaire. À chaque fois, il y a ces deux choses qu'on regarde, deux tests, mais à chaque fois, on va vérifier qu'il n'y a pas de mouvements anormaux des yeux pendant les tâches, et même spontanément. On va faire un test de doigt-nez, les yeux ouverts, et puis les yeux fermés. Là, on veut que bilatéralement, la personne arrive à faire les choses et qu'il n'y ait pas de mouvements aberrants ou de choses étranges. Et si ça c'est bon, on va demander à regarder en haut, en bas, à gauche, à droite, et être sûr que les yeux aillent en même temps, convergent en même temps, qu'il n'y ait pas de ralentissement, et que quand elle fait ça, il n'y ait pas de besoin de mouvement de la tête, qui signerait un problème d'oculomotricité, ou du cou globalement, et qu'elle ne décrive pas non plus qu'il y ait de vision trouble. C'est important de demander, est-ce que vous pourriez avoir l'impression que ça bouge à peu près correctement, mais la personne en fin de compte aurait des petits problèmes de convergence et dit, en fait, je vois trouble quand je vais sur les côtés, alors que normalement il n'y a pas de vision trouble. Dernière étape, c'est les tests cognitifs qui avant se faisaient en étape 3 dans le 4-5, maintenant sont à la fin. On va utiliser les questions de Maddox qui sont de savoir si la personne sait se localiser, où est-ce qu'elle est actuellement, est-ce qu'elle sait dans quel stade elle joue, dans quelle ville elle est, est-ce qu'elle sait se localiser dans le temps aussi, est-ce qu'elle sait que c'est le premier quart-temps du match, est-ce que c'est la première mi-temps de la rencontre, la deuxième, est-ce qu'elle sait se refaire le film du match? Qui est-ce qui a marqué les derniers points, ou s'il n'y a pas eu de points encore, la dernière pénalité ou un événement marquant du jeu que la personne aurait dû suivre en tant que joueur. Après, on remonte encore dans le temps pour une autre tâche mémorielle. Est-ce que se souvient de la dernière équipe qu'ils ont affrontée la semaine dernière ou autre? Si on est en début de saison, faut trouver un autre élément, mais de quelques jours ou semaines. On remonte progressivement dans le temps. Et aussi, on lui demande aussi un peu la valeur de ce qui s'est passé. Ok, tu as joué contre qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre équipe qui a gagné lors du dernier match? Donc on peut évidemment adapter selon les circonstances, mais ce sont les questions de base qui doivent permettre de vérifier si la personne sait où est-ce qu'elle est, si elle sait se localiser dans le temps et dans l'espace et dans le temps, à court et un peu moyen long terme. Donc ça, c'est la nouvelle version du SCAT, donc le Sport Concussion Assessment Tool, donc l'outil d'évaluation du risque de commotion cérébrale dans le sport. Là, c'était que la version sur le terrain, qui doivent être faits en une dizaine, quinzaine de minutes pour pouvoir dire si la personne, si tout est ouvert, elle peut retourner sur le terrain. C'est ce qu'on voit dans les matchs de rugby où la personne est arrêtée 10-15 minutes et on fait le check. Si la personne n'est pas OK sur l'ensemble des items, la personne ne retourne pas sur le terrain. Au moindre doute, la personne doit être sortie, réorientée. On passe à l'autre partie qui est l'évaluation un peu plus fine, puis les marqueurs biologiques ou autres, mais qui sont en dehors du cadre de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé pour l'évaluation sur le terrain des risques de commotion dans le sport, le SCAT-6, qui est une nouvelle mise à jour. Je développerai dans d'autres vidéos le reste du SCAT-6, mais l'évaluation elle doit être faite au calme par une équipe médicale et au besoin être complétée d'examens, d'imagerie, de tests sanguins qui sont réputés pour détecter les premiers signes de lésions cérébrales. On garde en tête aussi que le SCAT, il faut être fait et il devra être fait à plusieurs temps. Les études montrent que en fait, le SCAT va être haut dans les premiers instants post-trauma, va se calmer puis remonter à 48 heures. Donc il faut suivre un peu parce que
il y a les mécanismes de commotion immédiats, puis après il y a toute l'inflammation, les lésions qui vont faire apparaître des nouveaux troubles. Et on peut se dire que bah, si la personne récupère bien, ça va bien, mais en fait il faut réévaluer à 48 heures, parce qu'en fait la physiopathologie de la commotion fait que les troubles vont réapparaître et il ne faut pas se rassurer rapidement. Si la personne va mieux au bout de quelques heures, en fait il faut vraiment prendre le temps de la réévaluer plusieurs fois. A bientôt dans d'autres vidéos et je vous souhaite une bonne journée.